Salut les passionnés, ici Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré et préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire, 1200 km de bonheur entre Montréal et le bout du monde, et même que c'est l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Rando communautaire étant un terme plus québécois, plus moderne pour parler de pèlerinage. Donc, un endroit où on peut prendre du temps pour relaxer, se ressourcer et réfléchir. Et c'est un peu tout ça finalement qu'on fait quand on se rencontre comme ça avec nos conférences, entrevues, pour parler avec des gens qui ont voyagé, qui ont marché, des passionnés de partout à travers le monde qui nous partagent finalement leurs différentes expériences. On est là donc pour échanger sur la rando. La rando étant un terme très large, évidemment. J'en parle dans mes formations, j'en parle des fois dans mes Facebook Live, etc. La rando au Québec, on peut la décrire en trois catégories. Rando autonomie, c'est beaucoup plus forêt, lac, montagne, raton laveur. Donc, c'est du camping sauvage jour après jour. Donc, on est dans ce genre d'environnement-là. À l'inverse de tout ça aussi, il y a la rando tourisme. Et là, on parle plus de satin, soie, luxe, abondance. Vous voyez un peu le genre, on a des chambres privées, donc c'est vraiment différent de la rando autonomie. Et puis, entre les deux, on retrouve la rando communautaire, le pèlerinage, où on parle plus d'un marcheur, d'un chemin, d'un lieu sacré pour cheminer finalement. C'est ça, la rando communautaire. Et c'est surtout là-dessus finalement qu'on se concentre quand on jase ensemble. N'oubliez pas qu'en tout temps, à travers tout ça, vous pouvez partager avec nous, vous pouvez nous rejoindre via les médias sociaux. C'est disponible via le courriel également, le Facebook et puis la messagerie pour pouvoir poser vos questions. Et bien vous préparer finalement, si ça vous tente là, de passer à l'action pour justement prendre du temps pour vous. C'est ce que je fais moi. J'aime aider les gens qui sont tannés d'exister au lieu de vivre et qui sentent le besoin finalement de prendre une pause dans leur quotidien pour remettre et peut-être des fois carrément mettre, si on n'y a pas déjà goûté auparavant, mettre de la liberté, mettre du sens dans notre vie ou même du bonheur dans notre vie. Et pourquoi pas en même temps équilibrer notre santé physique et notre santé mentale. C'est ce qu'on fait donc à toutes les fois qu'on est ensemble comme ça pour parler et échanger avec des passionnés à travers le monde. On va parler du chemin du Québec, on peut parler de Compostelle ou d'autres expériences. Des fois, on sort un peu du cadre également. Ça peut être des expériences où vraiment quelqu'un est allé vivre un événement qui lui a permis de sortir de sa zone de confort pour arriver à ce grand mot qu'on aime beaucoup, qu'on veut tous absorber, qui s'appelle liberté. Hein? La liberté de voyager, de découvrir, de rencontrer des gens, de s'épanouir en quelque sorte, parce que c'est ça de la rando communautaire, d'avoir la chance de rencontrer des gens, voir des paysages, voir du pays, voir comment les gens vivent, mais en bout de ligne, à travers tout ça, on se rencontre soi-même. Et ça, c'est très, très, très enrichissant. C'est important de le faire au moins une fois dans sa vie, parce que des fois, ça permet de se réaligner dans le bonheur, réaligner dans ce qu'on veut, dans ce qu'on souhaite finalement dans la vie de tous les jours. Et j'y crois sincèrement que la rando communautaire, c'est la plus grande aventure de sa vie parce que ça nous permet de se retrouver avec soi et se retrouver avec des gens et de pouvoir bien communiquer et de vivre cette chaleur humaine. Et c'est ce qu'on vit donc à chaque fois avec cette portion qu'on appelle nos conférences entrevues et des invités de partout à travers le monde. On s'en va le rejoindre en banlieue de Paris, dans une municipalité qui s'appelle Bois-Colombes. Bois-Colombes. Nous, on a un bois des Filions dans la grande région de Montréal, mais bon. C'est Richard Kirsch qui est là. Kirsch qui veut dire cerise en plus. Bon, Richard, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Richard, on va parler de ses multiples compostelles. Il est sur le point de repartir d'ailleurs. On va découvrir ça ensemble dans les prochaines minutes. Mais avant, Richard, si tu devais te présenter, je ne sais pas si tu as déjà fait une autobiographie, qu'est-ce qu'on retrouverait à l'intérieur? Alors, j'ai passé
11 années chez IBM France. J'étais ingénieur en électronique. Et puis, je suis devenu journaliste en faisant de la planche à voile. Et un rédacteur en chef d'un magazine de planche à voile m'a débauché d'IBM. Et je suis devenu journaliste un petit peu comme ça. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, ensuite, j'ai fait une carrière dans la presse écrite, hein, dans les grands titres français. Il y a eu VSD, il y a eu vraiment des gros titres dans la presse spécialisée, dans la presse sportive. Et puis, à la fin de ma carrière, qui était quand même vraiment habitué à voyager, j'ai repris la randonnée pour pouvoir bouger de nouveau et peut-être aussi découvrir des endroits à une vitesse beaucoup plus lente que je l'avais fait en tant que journaliste, m'attarder, traîner. Et c'est vrai que ce luxe de marcher à 4 km/h, c'est vraiment un luxe à notre époque. Donc, j'en ai profité vraiment pour prendre du temps et découvrir, rencontrer des gens et découvrir d'autres lieux. Ça s'est inséré comment dans ta vie, la randonnée, plus particulièrement les chemins de Compostelle que tu as Alors, commencé? Compostelle, j'étais pas un fan de Compostelle, et donc j'y pensais, tout le monde en parlait, mais c'était pas du tout mon truc. Et puis en 1900, en 2000, 2014, on m'a offert le livre de Jean-Christophe Ruffin, qui s'appelle Immortel Randonnée, qui est un de nos académiciens et qui est un bon écrivain en France. Et donc il, euh, il voulait faire la traversée des Pyrénées, une chaîne de montagnes qui est en sud de la France. Et puis, il est arrivé à la mauvaise saison, il n'a pas pu le faire. Et puis, il a fait donc le chemin, le Camino del Norte en Espagne. Et j'ai lu son livre, il m'a interpellé et j'ai décidé moi aussi de faire ce chemin de Compostelle. Et comme beaucoup de pèlerins en France et en Europe, j'ai commencé par le chemin initiatique, le Camino des Françaises qui va de Saint-Jean-Pied-de-Port à Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà, c'était mon premier. C'était en quelle année? Ça, c'était en 2014. Et ça, c'était à peu près en même temps que tu avais lu ce fameux livre? Oui, j'ai lu le bouquin juste avant. D'ailleurs, pour la petite anecdote, cet écrivain a écrit un autre livre avant. Et puis, je l'ai rencontré dans ma banlieue. Et je suis allé avec mon bouquin le faire dédicacer. Je lui dis, Monsieur Ruffin, c'est à cause de vous ou grâce à vous que je vais partir sur Compostelle. Il m'a fait une très jolie dédicace sur le bouquin. Et puis, voilà. Et donc, je suis parti avec plein d'angoisse, hein, comme beaucoup de pèlerins, faire 900 km. Je ne savais pas du tout où j'allais, quoi. Donc, Richard, est-ce que tu es surpris de toi-même? Tu as mis un point très intéressant tantôt, puis j'ai le goût d'aller là un petit peu. Tu disais que c'était pas tout à fait ton truc. Et puis, tu sais, moi, j'en vois ou je les vois pas, les gens, que c'est pas leur truc parce qu'ils viennent pas à moi nécessairement, mais il y en a que c'est pas leur truc. Puis c'est quoi ce déclencheur à un moment donné que ça devient notre truc? Bon, ça devient pas du jour au lendemain comme ça. Il y a une sensibilisation doucement, mais ça se fait comment, ça? alors moi, j'avais vraiment envie d'un petit peu d'aller un peu plus loin. J'avais du temps de dépasser, de chercher peut-être certaines limites, hein, de ce que je pouvais faire. Et c'était pas dans un but spirituel ni d'introspection. C'était vraiment, allez, on part à l'aventure, on va changer de décor tous les jours. Je vais me tester. Je suis vraiment pas sûr d'y arriver. J'avais plein d'angoisse. J'ai envoyé des bagages comme beaucoup, hein. Et voilà, eh ben voilà, ça sera peut-être le seul, mais je vais le faire et je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Voilà, c'est un petit défi personnel et puis une petite envie d'aventure, tout simplement. Et depuis que tu as fait le premier, si je comprends bien, tu es allé faire un chemin différent presque à chaque année depuis ce temps-là. Alors, il faut quand même que je te dise, il s'est passé quelque chose. Les chemins de Compostelle, c'est pas quelque chose d'anodin. Il y en a qui viennent changer, il y en a qui viennent pour des deuils, pour se soigner, pour des choses comme ça. Moi, donc, j'y avais allé. Bon, j'étais marié, le couple était moyen, et durant ce voyage, j'ai rencontré une femme, hein, une jeune Allemande qui était bien plus jeune que moi. J'étais pas du tout dans cet esprit de drague ou de quoi que ce soit. Il s'est passé réellement quelque chose, hein, et, ben, il s'est passé tellement de choses que on s'est revus et ça m'a amené jusqu'à mon divorce d'ailleurs les 2 années plus tard à cause de ce chemin de Compostelle, hein, à cause de cette femme. J'ai fait un second chemin de Compostelle avec elle sur le Camino portugais et puis elle est partie comme beaucoup de jeunes femmes. Voilà. Alors je me dis souvent, il y a eu un chemin pour la rencontrer, hein, un chemin pour l'aimer probablement, et puis un troisième chemin sur le Camino del Norte pour l'oublier.
Voilà, donc pour me prouver que je pouvais marcher sans elle également. Et bon, mais bon, voilà, ces chemins ne sont pas anodins et il peut y arriver des tas d'histoires comme ça. Alors, ce que tu es en train de dire, c'est que si notre couple est chambranlant, c'est soit une bonne idée d'aller marcher Compostelle ou pas une bonne idée. Alors, de partir seul, ça peut être le moment de faire le point. Euh, de partir avec sa femme dans un couple un peu instable, on part sur le chemin de Compostelle avec ses problèmes du couple. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Mais d'un accord commun, de dire oui, tiens, allez, tu pars un mois, va faire le point, reviens, et puis on va voir ce qui se passe. Hein. Peut-être que voilà. C'est pas dit que ça s'arrange. Moi, ça s'est pas arrangé. Euh, ça a été un déclencheur. Ça n'allait pas bien. Et Dans le fond, ben, je fais une grande blague via le couple. En bout de ligne, je pense que tu l'as dit tantôt, quand on va faire cette démarche-là, on fait le point sur qui nous on est, si notre couple ou toute autre situation, le travail, la famille, les amis, ça va bien, ça va juste les souder encore davantage ensemble. Et sinon, ben, ça va nous permettre ça va nous ouvrir une porte, une possibilité de nous, de se réorienter, de se réaligner dans le bonheur finalement. voilà, exactement. Je suis d'accord avec toi. On a fait le point. Moi, ça s'est passé. Il y a un endroit qui est magique sur le Camino français qui s'appelle la Croix de Fer. Et Oui. je ne sais pas si tu as vu ce tas de cailloux avec les croix où les gens mettent des petits messages avec les mots. Et moi, bon, je dis, mais quand je suis arrivé sur ce lieu, avec tous ces messages et puis tout ce qui s'était passé dans les semaines précédentes, je me suis dit, je ne peux pas mener le restant de ma vie comme ça, dans un couple un peu bancal où personne n'est vraiment heureux. Donc, il va falloir prendre une décision, effectivement. Et c'est là que ça s'est passé à la Croix de Fer. Hmm. Plus qu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, qui, bon, On a tous voilà. nos endroits sur le ou les différents chemins qui nous touchent. C'est pas obligé d'être à Santiago. Moi, ça a été très agréable. Santiago, belle ville, belle cathédrale et tout, mais il y a eu d'autres éléments. Moi aussi, la Croix de Fer. Tu dis ça, puis j'en ai la chair de poule, parce que je me rappelle exactement quand j'étais là, ce que j'ai fait, ce que j'ai libéré de moi également, etc. Alors, écoute, tu as fait, ben, le temps file, hein? T'as fait plusieurs chemins différents. Tu as commencé par le Camino Frances, c'est génial. Moi, c'est ce que je dis généralement aux gens. Quand on veut s'initier, puis tu le dis, s'initier, c'est un bon chemin. On est rassuré, sécuritaire. Il y a des villages souvent, il y a des gens et tout. Donc, il y a des, tu sais, ça se passe bien. Euh, C'est par, facile. par la suite, tu as découvert quoi? Quels sont les chemins que tu as fait par la suite? Alors, donc, ce chemin qui est très fréquenté, il a l'intérêt de. Il est très international. Hein. Moi, en tant que Français, j'ai parlé anglais durant. Et ensuite, donc, il y a eu le Camino del Norte. Moi, comme j'aime bien marcher le long de la mer, c'est un très, très joli chemin entre la mer, la montagne, la campagne, qui est difficile. Hein, la traversée du Pays Basque, la montagne est assez difficile. Et les années suivantes, je suis allé sur le chemin d'Arles qui parle donc de la Provence, qui passe le col du Samport des Pyrénées au col du Samport et qui va jusqu'à Puente l'Arena, rejoindre le Camino français. Donc c'est un chemin qui est long, hein, qui fait 955 km et qui est très intéressant, très beau culturellement. Il y a beaucoup de bastilles, d'églises, d'art roman. C'est pas un chemin facile. Il y a souvent un vent de face qui est assez froid de temps en temps. Et puis les gens dans le sud sont charmants. Quand tu as des problèmes de logement sur cette voie d'Arles, ils s'arrangent toujours. Ils ont des réseaux parallèles pour te loger. Voilà. Ça, c'était très intéressant. Voilà. Ouais, Et vraiment. les, et les Et autres puis, chemins, continue de faire de description, c'est vraiment alors très le dernier, intéressant. tout le monde me parlait de ce fameux chemin du Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, hein, qui est aussi un des chemins historiques, très fréquenté en France. Il faut réserver beaucoup plus cher, il faut compter 20, 30, 40% de plus sur ce chemin-là. Mais j'avouerais que la partie entre le Puy-en-Velay et Conques, cette belle abbaye, sur une dizaine de jours, est vraiment très, 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 très beau. C'est un beau chemin et plein d'hébergements, plein de possibilités. Donc, pour ça qu'il est fréquenté, il est aussi assez facile. Mais c'est un chemin où les randonneurs locaux viennent et il y a un petit peu de saturation de temps en temps des sentiers. Moi, j'appelle ça un chemin un petit peu en libre-service. Il y a des pèlerins, il y a des vacanciers, il y a des touristes, il y a des randonneurs du dimanche. Voilà, donc tout ça, ça se mélange. On n'a pas forcément la même démarche. On se côtoie comme ça. Mais voilà, donc c'est un chemin très fréquenté. Mais c'est un très beau chemin.
il est superbe. Ensuite, quel autre chemin? Donc, Le ben voilà, Stevenson? donc Stevenson qui est un petit peu, qui est pas un chemin de Compostelle, hein, mais suite au Covid en France, donc on était très embêtés avec ce Covid, hein. Moi, je ne savais pas trop où aller. J'ai dû laisser. Je voulais partir sur la Plata l'année, puis si c'est pas possible, l'Espagne s'est bouclée tout d'un coup. Donc j'ai laissé tomber. Je suis parti sur le chemin de Stevenson en mai, mais comme la capacité des hébergements sur ce chemin en France a été réduite de moitié à cause du Covid, arrivé presque à mi-chemin, j'avais plus d'hébergement. Ben, je suis rentré chez moi et j'ai repris le chemin plus tard en septembre en réservant cette fois. Voilà. Donc c'est un chemin aussi qui est très beau, un peu encombré, assez cher pour ceux si les Québécois veulent, sur le Stevenson. C'est un chemin qui il faut un petit budget sur le Stevenson. OK. Et en fait, de difficulté, niveau difficulté, tu dirais quoi? De De difficulté, est-ce qu'il est plus Alors, difficile? le chemin de Stevenson est un peu plus dur. Il fait jusqu'à 7000 mètres de dénivelé sur 12 jours. Donc, c'est pas un chemin facile, Stevenson. Hein. Les étapes sont pas très longues, mais il y a beaucoup de dénivelé quand même. OK. Et puis, il peut arriver que la météo, il commence à faire chaud dans le sud de la France. C'est de la moyenne montagne. Il y a un petit peu de tout comme météo, mais c'est très, très beau. Et pour On situer les gens, comme tu disais, c'est pas un chemin de Compostelle. Ça relie deux chemins, ça part, on va arrondir là, ouais, du Puy à peu près jusqu'à Arles, là, entre les deux. ouais, exactement. C'est une transversale qui est intéressante. On peut ensuite reprendre le chemin d'Arles, où il y a un chemin qui s'appelle le chemin de Chinguilhem aussi, qu'on peut rejoindre. Toute cette région de l'Auvergne est une grande région de randonnée en France, autour du Puy-en-Velay. Il y a le Tour de l'Aubrac, il y a le chemin de Saint-Guilhem, il y a le chemin de Stevenson. Voilà, c'est une zone où on randonne beaucoup dans le Massif central en France. Très intéressant. Parfait. Je pense qu'on est rendu à 4. Ton cinquième, ce serait le chemin portugais à partir de Lisbonne que tu as fait. Le portugais, ouais. Alors là, donc, un peu ingrat entre Lisbonne et Porto, hein. Fait mal aux pattes, c'est des pavés. Les Portugais roulent à côté de toi sur les routes assez rapidement, c'est assez fatigant. Et puis tout d'un coup, lorsqu'on arrive à Porto, magnifique ville, hein, donc ça vaut le coup de rester 1 ou 2 jours à Porto, se balader et se reposer un petit peu, et rattaquer ensuite dans un chemin qui est totalement fleuri jusqu'à Saint-Jacques, avec des gens qui sont adorables, qui te donnent des oranges, qui ont envie de discuter avec toi. Alors, sur ce chemin, il y a une chose que je n'ai pas du tout aimée, dont on parle beaucoup, c'est le chemin de Fatima. Alors, Fatima, grand lieu de pèlerinage aussi au Portugal, n'a aucun intérêt parce que c'est un immense parking euh, avec une église souterraine de 5000 places, euh, des boutiques de bondieuserie tout autour, euh, des cars, des parkings d'autocars. Donc, c'est vraiment pas agréable, Fatima. Non. Bon, on y passe, mais c'est pas obligatoire. Voilà. Pour en revenir au chemin portugais à partir de Porto, une chose importante à savoir, à partir de Porto, il y a comme trois variantes différentes. Oui, exactement. Voilà. Donc, une partie de la côte qui peut être un petit peu lassante au bout de 3, 4, 5 jours. Donc, moi, je conseillerais plutôt de quitter ce chemin de la côte pour bifurquer un peu vers le nord. La jonction n'est pas évidente d'ailleurs. Je me suis bien paumé. On s'est bien paumé à ce moment-là pour rejoindre, faire un peu d'autostop, des choses comme ça. Et puis, le reste est magnifique, hein. Ensuite, il y a des forêts d'eucalyptus, il y a des champs, et puis cet accueil des Portugais qui est fabuleux, même, plus fabuleux, même plus qu'en Espagne, hein, je dirais. Écoute, on se dirige vers la fin. Tu viens de nous parler de ces différents chemins que tu as faits et là, tu te prépares. On essaie toujours de garder nos entretiens comme ça intemporels parce que les gens peuvent les regarder dans 2 semaines, dans 2 mois, dans 2 ans. Fait que on ne nommera pas exactement quand tu pars, mais tu es sur le point de partir quand même là, pour une autre belle aventure. Cette fois, tu vas faire la Via des Plata qui est dans le Ouais. milieu de l'Espagne et tu choisis quand même de faire à un moment où c'est moins chaud parce qu'on ne fait pas ça en plein été. Parle-nous de qu'est-ce que tu anticipes, comment tu vois ça, quelle est ta Alors, préparation? je t'avoue, je suis pas très rassuré d'aller sur la plata, parce que c'est un immense désert, il y a des étapes très longues avec des immenses lignes droites. Moi qui adore la forêt, qui adore la mer, donc je me dis, bon, allez, il va falloir quand même que je le fasse avant que je sois vraiment trop vieux. Et
Donc, c'est vrai que j'y vais qu'un petit peu, comme tous les chemins d'ailleurs. Hein. Tous les chemins, j'en ai déjà fait 5 ou 6, mais tous les chemins, c'est la même angoisse avant de partir. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais avoir froid? Est-ce que je vais avoir faim? Est-ce qu'il faut amener? Est-ce qu'il ne faut pas réserver? Il faut, voilà. Donc, je me renseigne, j'ai des guides, j'ai des applications, je suis bien organisé. Maintenant, il ne reste plus qu'à marcher et bien gérer ce chemin. Il y a des longues étapes, 25, 30 km. Il n'est pas exclu que je prenne un taxi de temps en temps, vraiment, si je suis fatigué, pour faire des étapes le long de la route qui sont inintéressantes. Voilà, donc c'est entre 35, 40 jours de marche quand même. Un total de combien de kilomètres? Au moins 980 km si je veux aller jusqu'à Saint-Jacques. Mais la deuxième partie est beaucoup plus verdoyante. Il va y avoir effectivement dans la première partie des grands moments de solitude. C'est pas un chemin très fréquenté. Dans les années précédentes, il devait y avoir 9500 pèlerins qui ont fait la Via de la Plata quand ça marche bien, contre 80 000 sur le Camino Frances, par exemple, pour te donner une comparaison. Voilà, donc j'y vais, bien préparé. J'y pense depuis déjà un petit moment. Et voilà, donc ça va se présenter le 21 mars. Ça sera parti. On va voir. Tu me parlais en terminant, tu me parlais de tous ces chemins. Est-ce que tu as déjà fait de la boucle à la fin avec Finistère et Mouchia? Oui, donc oui, je conseillerais effectivement qu'on arrive à Saint-Jacques, comme tu l'as peut-être vécu, il y a une espèce de décompression. Allez, on est arrivé, on quitte des amis, on est content, mais on n'est peut-être pas envie de rentrer tout de suite chez soi. Hein, et on se dit, bah, tiens, on va marcher encore 2-3 jours jusqu'à Finistère ou Mouchia. Et on va se poser là dans une petite auberge, on va regarder la mer un petit peu, et puis on va rentrer. Voilà. Toutes ces belles aventures pour toi qui ont commencé il y a quelques années et maintenant tu le fais presque à chaque année. Qu'est-ce qui te ramène là? Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? C'est une formidable expérience de rupture avec le quotidien qu'on vit, nous spécialement, tu vois, comme une ville comme Paris notamment. Hein. Donc vivre, de se décharger d'un certain nombre de choses superflues pendant quelques jours, pendant un mois, où on ne pense qu'à se nourrir, à marcher, à découvrir des paysages différents, de rencontrer d'autres personnes, une rupture avec le quotidien, et puis c'est encore ce petit parfum d'aventure il n'y en a pas tant que ça hein, dans nos vies de l'aventure. Donc, qui est à la portée de tout le monde, ce n'est pas un exploit non plus, Compostelle. Hein. Chacun peut le faire, il y a des très beaux chemins en France, mais et puis de rencontrer ces gens où on marche tous dans le même sens. On ne se dit pas où tu vas, on le sait, mais d'où tu viens et qui es-tu et voilà, c'est ça qui est intéressant. Richard Kirsch, qui a de belles expériences, qui va en vivre d'autres. Ouais. Bravo, puis merci beaucoup de ce temps, Richard. Merci pour Québec-Compostelle. J'espère que je rencontre souvent des Québécois, des Canadiens. J'ai voyagé avec certains d'entre eux. C'est toujours un vrai plaisir de vous voir sur ces chemins. Donc revenez dès que vous pouvez. On vous attend. Voilà. Et peut-être qu'à ton tour aussi, on peut t'inviter un jour à venir marcher sur le chemin du Québec de 1200 km. Volontiers, avec plaisir. Et comme toujours, merci à nos invités qui viennent enrichir et qui viennent nous en apprendre, qui viennent nous partager, qui viennent des fois nous allumer également et aussi nous motiver. Hein, parce que des fois, c'est ce qu'on a besoin. C'est la portion finalement inspirée. Quand je vous dis que moi, Pascal Auger, Québec-Compostelle, je suis là pour informer, inspirer, préparer. Mais le côté inspiré, justement, c'est de rencontrer des gens comme ça qui ont des expériences, des vécus qui font en sorte qu'on est sur le bout de notre chaise et on se dit « Mon Dieu, j'aimerais donc ça, moi, qu'est-ce que je peux faire pour me rendre là? Comment je peux réaliser tout ça? » J'espère que les gens qui viennent justement vous jaser comme ça, vont vous donner ce petit coup de pied davantage pour vous encourager, vous inspirer, vous motiver à passer à l'action pour réaliser votre rêve finalement. J'aime beaucoup utiliser cette signature-là qui est celle de Québec-Compostelle, réalise ton rêve. Souvent, les marchés au Québec ou encore Compostelle, c'est un grand rêve qu'on réalise. Des fois, ça fait 20-30 ans. Et un coup qu'on est sur place, qu'il y a des choses qui se démêlent dans notre tête et tout. Puis là, enfin, on se dit, je veux passer à une prochaine action pour réaliser des rêves que j'ai mis de côté dans ma vie. Si ça vous tente donc de passer à l'action comme ça, vous allez faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. Vous allez voir plein de choses pour vous aider à vous informer,
vous inspirer et vous préparer. Entre autres, on va faire un tour sur la page du calendrier. Vous allez voir dans le calendrier qu'il y a à peu près 60 à 75% de toutes les occasions qu'il y a là, ben c'est gratuit. C'est des rendez-vous, des documents PDF, des Facebook Live, donc beaucoup de matières gratuites donc pour vous aider, vous inspirer. Et si ça vous tente par la suite d'aller plus loin dans cette expérience, dans cette aventure, il y a des programmes justement pour vous aider à vous informer en 3 étapes toujours. Vous informer, vous inspirer et puis vous préparer pour réaliser ce rêve et en quelque sorte vous épanouir également. Nous, notre objectif, c'est comme d'habitude, c'est de rendre la rando 3A. Ça veut dire accessible, agréable et abordable. Voir que c'est pas si compliqué que ça de faire de la rando, mais il faut être bien équipé et bien préparé. Mais ça veut pas dire que ça coûte les yeux de la tête, comme on dit. Hein? L'argent pousse pas dans les arbres, même les riches aiment pas gaspiller de l'argent. Alors, on va vous aider à bien vous préparer. Nous, on commence avec nos points G, nos 3 points G. C'est-à-dire qu'on va vous aider à construire, finalement, à préparer avec ce que vous avez dans votre garde-robe, dans votre garage ou encore dans votre grenier. Il y a souvent plein de choses. On n'aura pas besoin d'aller gaspiller de l'argent pour justement se préparer. On va commencer avec ça, par la base. Et après ça, si on aime vraiment ça de plus en plus, ben on passera avec des vêtements, du matériel un peu plus technique. Donc, on commence vraiment par la base de tout. Et si jamais ça vous tente également, n'oubliez pas qu'il y a plein d'outils qu'on vous offre également, comme le défi Ça marche. On a des activités de team building également, des conférences scolaires, des conférences dans les centres de loisirs, des bibliothèques. On fait des randos d'un jour, d'un week-end, d'une semaine, mais surtout le bonheur de réaliser son rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Donc, allez faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. On y voit plein d'informations et comme je me plais à dire, c'est plein d'informations gratuites, donc de grande valeur que l'on vous offre comme ça parce que c'est important de s'entraider et de voir si on aime ça au départ. Et quand on aime ça, ben c'est peut-être après ça finalement qu'on décide d'investir et c'est pourquoi que je toujours les 3 étapes, c'est important. C'est s'informer. Au départ, on s'informe sur cette activité, est-ce que ça me convient? Oui. Parfait, là on passe à la prochaine étape, on s'inspire, on regarde des conférences, entrevues comme aujourd'hui, on rencontre des gens qui connaissent cette expérience-là, qui l'ont vécu. Et si ça nous comble ces 2 premières étapes-là, ensuite, on va commencer à se préparer physiquement et on va commencer à investir pour son équipement et son matériel. Alors, je vous invite donc à aller faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Québec Compostelle, ça marche.